Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Tu me veux, je suis là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Et toi t'en penses quoi? Je suis accompagné de Bastien. Salut Bastien. Bonjour Guillaume. Merci d'être là. On va contextualiser un peu. On est le 4 janvier 2025. On se lance dans un podcast dont on parle depuis des années. Des années, oui, Au bas mot. Facile. Et on démarre ça un jour où on devait faire un truc qui n'a rien à voir puisqu'on devait faire un court-métrage pour le Nikon Film Festival. Ouais, et c'est un échec. Un échec total parce que les fêtes ont eu lieu entre-temps, parce que on était chaud et puis on était froid, je ne sais pas. C'était pas ouf, quoi. Le rendu ne fonctionnait pas. Il y avait donc... l'idée, mais ça tombe à plat. Voilà, exactement. Et donc on s'est ça. dit, on va quand même profiter du fait d'être ensemble pour faire un truc qu'on veut faire depuis longtemps. C'est tester un podcast. Donc c'est le premier épisode, c'est l'épisode pilote. On ne sait pas trop ce qui va en advenir de ce truc. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on est content que vous nous accompagniez. Voilà, exactement. Donc on va aujourd'hui inaugurer ce podcast dans lequel on va essentiellement parler de cinéma. On aura peut-être l'occasion de parler d'autres médias. J'espère, oui, quand même. De jeux vidéo par exemple, de séries, etc. Tout ce qu'on aime en tout cas. Exactement, mais on va dire que le cinéma, ça va être sans doute le média le principal. Ouais, c'est ça, le pilier central, je pense, de ce podcast, tout à fait. Ouais. Exactement. Et donc aujourd'hui, pour ce premier épisode, on a décidé de parler d'un film qu'on a beaucoup vu, toi et moi, sur lequel on a plein de choses à dire. Et donc, on va parler de The Dark Knight Rises, l'ascension du Chevalier Noir dans son titre québécois que encore je sais que tu aimes beaucoup. Je trouve le nom beaucoup plus stylé. Bon. Donc, c'est un film qui est sorti en 2012 un peu partout dans le monde. Il a été réalisé par Christopher Nolan. C'est le 3e et dernier épisode de la trilogie Batman par Christopher Nolan au cinéma. Et on retrouve au casting Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman et l'apparition de quelques autres, Anna Thaoué notamment ou Marion Cotillard, et évidemment Tom Hardy. On va commencer global. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ce film? Parce qu'il est sorti il y a 12 ans, 13 ans, on est en 2025. Eh ben écoute, j'en garde quand même un bon souvenir globalement, notamment dû au fait qu'on avait été le voir en avant-première au Grand Rex, si je ne te dis pas de bêtises, et que c'était vachement cool. Et à l'époque, je me souviens, quand le film s'est terminé, beaucoup de gens s'étaient levés et étaient un peu dégoûtés, un peu déçus, beaucoup même, notamment... ce mec qui est sorti en disant « Ils ont tué Batman !» Alors non pas forcément que rapport à ce qui se passe dans le film, mais aussi, en tout cas, dans un style plus métaphorique, on va dire, qu'ils avaient tué le personnage. Et je comprenais pas trop, parce qu'on avait passé quand même plutôt une bonne séance. C'était la conclusion d'une trilogie qu'on aimait beaucoup. En tout cas, les 2 premiers volets nous avaient beaucoup plu. Toi, il me semble que tu avais beaucoup plus préféré à l'époque... tu avais beaucoup plus aimé le premier, Batman Begins. En tout cas, tu avais un amour pour le premier volet que je n'avais pas encore, que j'ai appris à aimer, dirons-nous. On était quand même globalement d'accord sur le deuxième volet, The Dark Knight, qui encore aujourd'hui fait partie des piliers du film de super-héros et d'adaptation de super-héros de comics, notamment la tête Batman, notamment, et puis l'interprétation du Joker. Paris Ledger. Donc du coup, dire qu'on l'attendait, c'est un peu un euphémisme, surtout que contrairement au laps de temps entre Begins et The Dark Knight, où c'était, je crois, 2 ans, je crois que c'est 3 ans, c'est ça, 3 ans. Là, on a attendu quand même un peu plus de temps, 2008-2012, donc on était un peu pressés. Maintenant, voilà, oui, ce que j'en ai pensé, et maintenant avec le recul, c'est qu'il y a quand même plus de choses qui ne vont pas que dans les 2 précédents. Écoute, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tout au long de cette émission, je pense. Donc, je te retourne la question. Qu'est-ce que tu penses de ce film globalement? Alors, d'abord, j'ai le même souvenir que toi, parce qu'on était ensemble à l'avant-première, avec quand même un truc supplémentaire. Moi, je me souviens très bien. L'ambiance était un peu particulière, parce qu'il faut savoir faut se rappeler qu'aux États-Unis, à Aurora, il y a eu un attentat dans un cinéma qui
projetait en avant-première The Dark Knight c'était sur celui-là, oui, Rises. exact. Et il faut savoir que nous, on allait voir l'avant-première. Il y en avait 2 à Paris. Mm. Il y en avait une le mardi et une le lundi. Et celle du lundi, les acteurs devaient venir et du coup, ils ne sont pas venus. Exact. Il y avait une exact, annulation j'avais à complètement cause zappé, mais de cet attentat, ce qui était tout à fait compréhensible. Donc, moi, je me souviens qu'il y avait quand même une ambiance un peu particulière au Grand Rex parce que il y avait un peu ce truc de... bon, on était tous très contents d'être là, mais c'était un peu pesant par rapport à ça. Un peu tendu, c'est vrai. Après, pour ce qui est du film en lui-même, moi, c'est vraiment... ça a été un des films que j'ai le plus attendu de ma vie. Et c'est pas le seul, mais disons qu'à cette époque-là, c'était celui que j'avais le plus attendu de toute ma vie. Et forcément, une attente énorme, t'es plus sujet à la déception. Et en fait, c'est un film avec lequel j'ai une relation un peu particulière. Il m'a fallu plusieurs années pour accepter que c'était un film qui avait quand même beaucoup de problèmes. Mais c'est un film que j'aime quand même beaucoup. J'ai une affection particulière pour ce film. Et j'ai coutume de dire, on aura l'occasion de revenir en détail dessus, mais pour moi, la fin du film, tout est pardonné, quoi. C'est-à-dire que la fin me suffit et me fait dire, ok, tout ce qui marche pas dans le film, qui reste quand même des trucs qui m'interpellent, c'est un peu pardonné parce que j'ai adoré la fin du film et que, voilà, pour moi, c'était la fin. C'était une très bonne conclusion pour toi. Exactement. Je trouve que et je parle vraiment là des 7-8 dernières minutes. Je trouve que la décision finale fonctionne. Après, c'est objectivement bien en dessous de The Dark Knight. C'est très différent de Batman Begins parce que les 2 films sont dans 2 époques quasi différentes. Il y a 7 ans entre les 2. Il y a énormément de choses qui sont passées aussi entre les 2. À savoir que The Dark Knight a pris une telle place qu'on n'attendait pas du tout la même chose. Il faut pas oublier non plus qu'il y a eu la mort d'Heath Ledger avant la sortie de The Dark Knight. C'est ça qui a beaucoup influé sur le déroulement du script du 3e film, si je te dis voilà, pas de bêtises. Puisque de ce qu'on sait, Christopher Nolan voulait adapter le procès du Joker. Donc forcément, il a fallu refaire tout. Il voulait le faire revenir en tout cas, c'est sûr. Voilà, c'était ça l'idée. A priori, il y avait une volonté de faire un film plutôt orienté procès. C'est marrant d'ailleurs parce que finalement il y aurait eu le procès du Joker dans Joker Folie à 2, mais oui, on parle pas de choses qui fâchent là, s'il te plaît. Merci, on passe un bon moment, c'est le but du jeu. mais voilà, donc ouais, grosse attente. Quand même un bon moment. Le fait d'être au Grand Rex, il y avait je me souviens des gens déguisés et tout, c'était cool. On était arrivé très tôt. Pour l'anecdote, moi je me souviens très bien, on était les 8e dans la file d'attente. En même temps, moi j'étais arrivé à 14h, quoi. Donc, non, je ne suis pas fan. Et clairement, quand je suis rentré dans le Grand Rex, je me souviens avoir ouvert la porte et rentrer dans un Grand Rex, c'était entièrement vide. Et ça, c'était hyper satisfaisant de pouvoir choisir où on se mettait. Donc, non, franchement, on va dire globalement un bon souvenir. Puis on était en grand large en plus. Ouais, on était en grand large, il y avait une super ambiance, même si elle était moins bonne à la fin. Elle était un peu pesante, oui. Et puis à la fin, mais oui, c'est vrai qu'il y avait quand même ce truc de... En tout cas, au début, on sentait que voilà, il y avait une ambiance un peu particulière. L'attentat, il a eu lieu, je crois, le week-end qui a précédé. Donc voilà. Alors, on va venir un petit peu, si tu veux, sur l'histoire, reposer quand même le contexte rapidement. Donc, c'est le 3e film, on l'a dit, de la saga Nolan. On termine The Dark Knight avec le Joker est arrêté, Batman est en fuite. Il se sacrifie pour la bonne cause. Ouais. Donc il tue Harvey Dent, on va dire de manière pas accidentelle, mais il n'a pas volonté de le tuer, mais il le tue puisque ça se finit comme ça. En fait, Double Face meurt, mais pour faire vivre Harvey Dent, Batman choisit de sacrifier l'image de Batman qu'il pourrait avoir, et surtout choisit de sauver l'image d'Harvey Dent. Exactement, puisque dans le film précédent, Harvey Dent tue 5 personnes, dont 3 flics, si ma mémoire est bonne, et donc Batman se fait choisit de prendre sur lui ces crimes-là, c'est en accord plus ou moins avec Gordon, qui est pas trop d'accord au début mais qui le laisse faire, et donc ça se termine avec Batman en exil, et le film The Dark Knight Rises s'ouvre c'est 8 ans plus tard, si ma mémoire est bonne. Je sais plus, mais c'est vraiment je crois quelques temps après, 7 ou 8 ans plus tard, et ça démarre avec on a d'abord un braquage en avion. Alors oui, on va venir sur cette ouverture qui est géniale, mais juste recontextualiser au niveau de la timeline. Donc ça, c'est vraiment 8 ans plus tard, et on va vite comprendre que le Batman n'est plus réapparu depuis 8 ans. C'est ça. Et que Bruce Wayne, au passage, vit reclus. Alors effectivement, comme dans tous les films de Christopher Nolan depuis quelques années, il y a une scène d'intro qui est assez marquante. Là, c'est clairement un truc de dingue, puisque c'est un avion qui va se faire capturer par un autre avion.
Si on résume, c'est un gros avion qui mange le petit avion. C'est un peu le truc des, Si on résume, des gros poissons qui mangent les petits poissons. C'est un peu ça, carrément. Tourné en effet pratique. Ça, c'est assez fort. C'est assez fantastique. Si vous avez jamais vu le making-of de ce truc, cherchez sur YouTube, vous trouverez. C'est assez dingue de voir comment ils l'ont fait. Et c'est vrai que tout de suite, ça met quand même dans l'ambiance de. Ah bah oui, là tout de suite, t'es happé par le film. Puis surtout, encore une fois, en recontextualisant l'attente qu'on pouvait avoir, en tout cas nous, à cette époque-là sur cette suite. Et là, tout de suite, tu te dis, ok, on va en prendre plein la tronche, on va prendre un pied monstre. Et ça va être quelque chose. Voilà, les promesses sont-elles tenues ? De toute façon, on va avoir l'occasion d'en reparler encore une fois tout au long. Mais c'est ça, oui. On s'attend à reprendre presque, je dirais pas directement après la fin de The Dark Knight, mais en tout cas, on commence dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec des ennemis qu'on nous introduit à ce moment-là, notamment Bane. Donc, tu parlais de Tom Hardy tout à l'heure, donc c'est lui qui incarne ce personnage. Et voilà, le fait est que on se demande bien ce qui se passe, quoi. Mais en tout cas, ça nous prend tout de suite. On est tout de suite dedans, quoi. Et puis il y a ce truc de qui est fort, enfin qui est propre à Christopher Nolan depuis des années. Il utilise beaucoup les caméras IMAX. Cette scène est en IMAX, c'est pas la seule. Il y en a beaucoup. Ça occasionnera d'ailleurs un truc assez drôle qu'on a déjà vu dans The Dark Knight et qu'on va revoir dans The Dark Knight Rises, à savoir des changements de ratio à l'intérieur du film. Ouais. Ça, c'est quand même un truc particulier. Il faut savoir que tourner en IMAX, ça coûte très cher. Je crois que chaque caméra coûte aux alentours de 500 000 $. Donc à l'époque, tourner full IMAX, c'était quasiment impossible. Maintenant, c'est le cas. Je crois qu'Oppenheimer a été tourné entièrement en IMAX, si je dis pas de bêtises. Mais à l'époque, c'était pas encore le cas. On est il y a 13 ans maintenant. Mais du coup, voilà, ça magnifie aussi ces séquences-là, notamment la séquence d'ouverture qui est vraiment réussie. Et qui va donc introduire, tu l'as dit, on va dire l'antagoniste principal, qui est Bane. À ce moment-là, c'est ce qu'on sait. Puis en plus, au vu des bandes annonces, c'était un peu ce qui était annoncé aussi. Exactement, donc qui est campé par Tom Hardy, qui a une particularité, c'est ce masque qui lui couvre les 2/3 du visage. Le nez et la bouche, ouais, en fait, c'est ça. Hein, c'est comme un bouc un peu plus large. Exactement, et qui va avoir, à mon sens, 2 conséquences. La première, c'est sa voix. Il faut savoir que à la suite des projections tests, ils ont resynchronisé toute la voix puisque c'était inaudible en VO et en VF il n'y avait pas le problème, mais en VO c'était vraiment compliqué. Donc ça a été retravaillé, c'est quand même beaucoup mieux, mais ça lui aussi confère un truc un peu plus compliqué pour lui, c'est il a un jeu qui est extrêmement limité parce qu'il n'a que le regard pour lui. Alors il s'en sort bien, hein, globalement, je dirais pas que ça fonctionne pas, mais il a un personnage qui du coup est très linéaire, je trouve. C'est-à-dire, il peut pas jouer grand-chose d'autre que cette espèce de force de la nature très froide, très calculatrice. En même temps, ça correspond ce que j'allais dire, ça correspond quand même à l'image qu'on a du personnage. Hein. Moi, c'est vrai que pendant longtemps, le personnage de Bane, c'était, je pense comme toi, on l'avait découvert comme tous ceux de notre génération dans la série animée de 92. Et le fait est que ce personnage a jamais tellement brillé par sa subtilité. Voilà. Par contre, c'est vrai que, tu vois, moi, suite à Rises, c'est vrai que j'ai acheté les comics dont il s'inspire principalement, à savoir Nightfall. Et là, tu découvres un Bane qui est beaucoup plus nuancé. Enfin, en tout cas, nuancé, c'est peut-être un mot un peu gros, mais qui en tout cas est plus subtil que sa carrure et son masque peuvent le laisser paraître. C'est aussi un peu ce qu'on va découvrir. C'est vrai que de prime abord dans cette scène, ce masque lui confère, notamment pour son jeu, comme tu l'as dit, des limites. Enfin, ça lui confère des limites. Ça lui donne... il a des limites, en tout cas. Je me perds un peu dans mes phrases. Mais après, c'est vrai que c'est son travail d'apporter toute la subtilité du personnage. Après, bon, Bane est quand même, malgré ça, un personnage très brutal, voilà, il a un objectif, il va y aller, quoi. C'est un peu ça de base. Hein. Mais finalement, ça fonctionne, on va dire, ça globalement fonctionne quand même plutôt bien, oui. Puis sa voix, voilà, la voix de Tom Hardy dans Rises, je vais vraiment parler plutôt en VO, là, pour le coup, pas en VF. Mais même en VF, tu me diras, est quand même assez marquée, assez marquante aussi, même 13 ans après. Voilà. Ça participe à l'identité du personnage, clairement. C'est ça.
on va quand même poser quelques bases un peu de l'intrigue principale de l'histoire. Donc on l'a dit, ça se passe 8 ans après, ce qui permet au passage d'éluder donc, le procès du Joker. Je pense que c'est aussi une des volontés d'avoir un écart temps aussi important. C'est que la période procès de Joker n'est jamais évoquée. Il faut savoir que le personnage n'est jamais évoqué. Il y a un easter egg qui est caché dans une scène à la fin où on devine un visage de Joker sur un plan vu du dessus quand ils inaugurent la statue de Batman. Alors on l'a pas dit, on va spoiler. Hein. Clairement, voilà. Oui, voilà, il y a 13 ans, je pense qu'il y a prescription. Mais voilà, il y a un easter egg, mais sinon, il n'est jamais fait mention de ce personnage-là. Donc ça, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Je trouve ça toujours un peu étrange, moi, qu'il n'y ait pas quelques références par-ci par-là, parce que on aurait pu, sans forcément l'introduire de manière forcée, mais voilà, je veux dire, on n'évoque jamais cette période-là, alors qu'on reparle beaucoup d'Harvey Dent et de la loi Dent notamment. Est-ce que c'est pas une façon justement de respecter l'interprétation d'Heath Ledger qui était tellement forte, et voilà, après ça aurait pu être une sorte d'hommage que de le citer ou un peu plus brutalement, disons, moi j'aurais bien aimé au moins qu'à un moment donné on fasse pas comme si ça n'avait pas existé. C'est sur ce point-là très précis, encore une fois c'est un détail, le reproche que je fais c'est ça, c'est-à-dire que c'est quand même l'antagoniste du film précédent, tout le monde s'accorde à dire que c'est à ce moment-là en tout cas la meilleure interprétation du Joker qu'on a jamais vue, aujourd'hui. Et encore aujourd'hui pour beaucoup de gens. Le film il est exceptionnel, il a un Oscar à titre posthume, enfin, le film fait l'unanimité et évidemment qu'on se doute qu'il est plus là puisque l'acteur est décédé. Ça aurait été difficile, il pouvait pas reprendre quelqu'un d'autre. Mais ça je suis d'accord, mais je trouve que ne jamais mentionner ce truc là dans le film, c'est un peu faire l'impasse sur ce film là. Or comme on fait quand même des liens à travers Dent puisqu'il est question de la loi Dent, je vois ce que tu veux dire, j'aurais juste dire peut-être dans un dialogue, dans un truc, montrer que oui, évidemment. Faire abstraction du personnage, c'est faire abstraction de tout ce qui a pu se passer et finalement pourquoi c'est un peu Batman ça. finalement, parce que voilà, moi j'ai un peu le sentiment qu'on est passé à côté. Enfin, ça aurait mérité de recontextualiser ça. Et en fait, ce reproche-là, dans d'autres éléments, je vais avoir un peu toujours le même. C'est-à-dire que je trouve que ce film, et c'est son point noir pour moi par rapport aux autres. Et c'est un peu la trajectoire de certains films de Nolan sur lesquels je pense à Tenet par exemple pour des raisons un peu différentes, mais j'ai un peu de mal parfois, c'est que parfois il fait des choses qu'il n'explique pas ou qui sont pas cohérentes par rapport au cadre qu'il a posé. Et ça par exemple, moi ça m'avait un peu tiqué. Après donc pour rentrer un petit peu plus dans l'histoire, donc Bane va à travers cette histoire d'avion là, donc il va faire simuler la mort d'un scientifique qui s'appelle Pavel, si ma mémoire est bonne, et ce scientifique il a une particularité, c'est que il a travaillé sur un projet nucléaire d'énergie saine, et on va découvrir plus tard quel est ce truc là. Et en fait, Bane va mettre la main sur ce prototype qui n'a jamais été utilisé, qui est détenu par Bruce Wayne évidemment. Et ce prototype, il va s'en servir pour en faire une menace nucléaire. Parce qu'en fait, ce prototype n'a jamais été utilisé, on va le comprendre dans le film, parce qu'il est considéré comme trop dangereux par Bruce Wayne, qui refuse du coup de le mettre en service. Lui va le récupérer, va mettre la main dessus, et va donc menacer Gotham d'une explosion nucléaire. Et en parallèle de ça, il va, avec quelques-uns de ses sbires, faire deux choses très fortes. C'est couper tous les ponts de Gotham. Donc Gotham, c'est une île, on rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc ça va permettre d'avoir un espèce de huis clos sur Gotham. Il isole complètement la ville. Il isole la ville et il va réussir à isoler les flics. Ça aussi, on y reviendra avec... Oui, un personnage en fait finalement beaucoup plus intelligent, beaucoup plus calculateur et préparateur que l'image qu'on en avait, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Et je suis d'accord, et pour le coup qui est beaucoup plus calculateur et anticipateur que ne l'était le Joker, qui était un personnage un peu fou, et c'était ça qui était hyper intéressant. Plus que fou, c'était ce qui le caractérisait, c'était son envie de créer du chaos en fait. Exactement. C'est ça qu'il faisait vivre. Donc là on est vraiment sur un antagoniste qui est très différent, mais qui est assez intéressant. Et donc voilà, le film va se cantonner sur Bane qui prend entre guillemets le pouvoir à Gotham, on va rentrer un peu dans le détail, de plein de manières. Et donc comment est-ce que on va réussir ou non à sauver la ville de Gotham. Et puis il y a aussi du coup ça va passer forcément, et c'est ça qu'on attend, par un affrontement avec
avec notre Batman national, donc Christian Bale, qui du coup Bruce Wayne va devoir sortir de sa retraite, on va dire, pour s'opposer à Bane, quoi. Et tu vois, tu as parlé des ponts, de l'isolement de la ville. C'est ça, pour le coup, c'est plus adapté du comics No Man's Land, si je ne te dis pas de bêtises, où justement Gotham est complètement isolé du reste des États-Unis. Et du coup, c'est déclaré comme une zone de non-droit. Et étant donné qu'il a complètement, on va y revenir également, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il a aussi réussi à isoler la plupart des policiers. Et comme à ce moment-là il s'est déjà débarrassé entre guillemets de Batman, on va y revenir. Il arrive vraiment à mettre en place un plan, et c'est là aussi où il se différencie du Joker, hein. C'est pour ça que je m'avance peut-être un peu sur le déroulé du film et de ce qu'on raconte, mais c'est aussi en ça qu'il se différencie du Joker, c'est que lui, son but, c'est de briser Batman à tous les niveaux, en lui prenant sa ville, son corps, sa force, finalement, tout ce qui fait de lui ce qu'il est à ce moment-là. Et là où le Joker le disait lui-même, il ne peut pas vivre sans Batman. Oui, absolument. Tu as raison sur le fait que c'est vraiment deux approches différentes et deux objectifs différents. Elles sont aux antipodes. Moi, je trouve les approches de ces deux personnages, tant par leur objectif que par leur rapport au personnage de Batman, puisque les méchants, dans n'importe quelle adaptation de comics, de héros de comics qu'on connaît, et puis même dans les comics même, la plupart des méchants se caractérisent par leur rapport qu'ils ont aux héros à qui ils s'opposent, quoi. Et alors, en trame de fond, il y a quand même un élément fort dans ce film-là qui n'existait pas dans les deux premiers, c'est que... alors, c'est une force des films de Nolan, ils sont très réalistes, entre guillemets, c'est-à-dire ils s'inscrivent dans une réalité dans laquelle on se projette facilement. C'est clairement l'Amérique post-11 septembre, c'était vraiment ça qui était dépeint notamment dans Batman Begins. Oui. Donc on est toujours dans cette atmosphère-là. Et là, on va aller chercher un autre élément intéressant, c'est la lutte des classes. C'est-à-dire que c'est vraiment au cœur du film, à savoir que les riches d'un côté, qui exploiteraient entre guillemets on va dire la société lambda, et donc ça on va le retrouver incarné à travers un autre personnage qui est Catwoman, même si elle s'appellera jamais Catwoman dans le film d'ailleurs. C'est vrai, oui, ouais, exact. J'étais sûr qu'il y avait un qui avait à un moment donné un nom, mais non, on ne voit jamais son... en tout cas ce nom n'est jamais prononcé. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc elle est campée par Anne Hathaway, qui va donc jouer le rôle de Selina Kyle, et Selina Kyle, donc elle va jouer un personnage qui est assez classique, c'est-à-dire Catwoman, elle vole aux pauvres, aux riches plutôt, puisqu'elle est elle-même plutôt pauvre, et elle se réjouit plutôt, et c'est assez intéressant dans le film, de la tournure des événements, c'est-à-dire du fait qu'on va vers un espèce de chaos et de révolution entre guillemets, et c'est le cas à un moment dans le film où on voit les prolétaires, si j'ose dire, qui viennent dans les hôtels particuliers des riches, qui leur volent leurs affaires, qui les frappent, etc. etc. Oui, c'est une sorte d'anarchie organisée en fait, presque. Et donc en fait elle va à un moment donné s'allier avec Bane, c'est assez court, mais elle va décider de trahir Batman, elle va le conduire à Bane, parce que finalement lui il permet d'avoir cette espèce de fracture, de révolution anarchique, il se sert de ça, et en ça je trouve que le message, et c'était déjà le cas dans les précédents, il y a un vrai message politique derrière, et c'est aussi intéressant dans la trilogie de Nolan de voir que lui, ça lui a souvent été reproché d'ailleurs par ceux qui s'opposent à sa vision des choses, mais il a quand même assez politisé son travail, notamment dans le fait qu'il ait fait une cité qui soit très proche de Chicago, de New York, de grandes villes américaines dans lesquelles les gens se sont vite projetés. Et là, clairement, on est là-dessus, et quand on recontextualise le film, on est en 2012, et on traite vraiment de thématiques de les riches vous volent de l'argent, les politiques sont corrompus, c'est un truc qu'utilise beaucoup dans la rhétorique Bane par exemple, puisqu'il va dénoncer Harvey Dent, et quand on le voit avec nos yeux d'aujourd'hui, c'est assez marrant parce que c'est des choses qu'a utilisé par exemple Donald Trump quand il était candidat en 2016, quand il l'a été à nouveau et qu'il a regagné en 2024. Et en fait c'est marrant parce que Christopher Nolan, il a eu ce talent là, je trouve, c'est-à-dire de faire quelque chose qui soit vraiment très proche de la réalité de la société américaine. Est-ce que ce serait pas pour ça que Donald Trump a gagné? Est-ce qu'il n'aurait pas regardé The Dark Knight Rises? Je ne pense pas, je n'irai pas jusque là, mais je trouve ça fort de la part de Nolan, d'avoir réussi à dépeindre un truc qui soit
finalement viscérale dans la société américaine, de manière un peu anticipatrice, parce que finalement Trump c'est arrivé 4 ans plus tard. Mais il avait décelé ce truc, cette montée un peu du populisme, et finalement le personnage de Bane, je trouve qu'il l'incarne plutôt ce truc-là avec Catwoman. Et pour finir sur les personnages, on va évidemment retrouver Gordon qui va avoir un rôle essentiel, Alfred qui va avoir un rôle très important, ça on aura l'occasion d'y revenir, mais pour moi le personnage principal de ce film c'est lui, c'est la clé de voûte de ce film, c'est Alfred, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce film-là. Je trouve qu'il n'y a pas d'autres films Batman dans lesquels il a un rôle aussi important que dans ce film-là. Et on verra qu'il est, notamment dans les préparations de paiement, très présent. Mais voilà, donc on va retrouver un peu des personnages qu'on connaît. Et puis enfin, un nouveau, c'est Blake, qui est campé par Joseph Gordon-Levitt, qui est donc un jeune flic téméraire. Enfin, je l'avais oublié, non, mais oui. Qui lui aussi va avoir son importance, puisqu'il va travailler main dans la main avec Gordon. Et puis il va être amené à prendre une place un peu plus grande par la suite. Dans l'univers des Batman de Nolan. Exactement. Bon, je sais pas si on va faire le film dans l'ordre chronologique, mais grosso modo, c'est quoi toi les éléments qui t'ont marqué dans le film, qui t'ont vraiment plu en termes dans l'histoire? Qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as moins aimé? Ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Bah écoute, alors ce que j'ai aimé, c'est que c'est quand même voilà, malgré les défauts dont on va parler, ou qu'on va peut-être énumérer chacun de son côté, ceux qu'on peut voir. De toute façon, il y a des défauts dans beaucoup de films, ceux qu'on adore du fond de notre cœur. Au-delà de ça, ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement, comme toi, je trouve que c'est une conclusion tout à fait recevable à cette trilogie. Ça, c'est réussi. J'ai beaucoup aimé le fait que ça adapte pas mal d'histoires que j'apprécie beaucoup dans les comics Batman au départ. J'ai beaucoup aimé l'interprétation des personnages. Alors il y a un personnage dont tu n'as pas parlé, c'est le personnage de Marion Cotillard, qui est du coup aussi largement critiqué pour ce rôle, pour notamment sa dernière scène. Oui, ce que j'allais dire, elle est critiquée pour une scène en particulier, pas tant pour le rôle, mais pour oui, une mais scène, bon, je veux dire, combien de personnes t'as entendu qu'on dit ah mais le film il est raté à cause de Marion Cotillard, parce que Marion Cotillard c'est une actrice française qui depuis qu'elle a eu l'Oscar elle a la grosse tête et patati et patata. Enfin bon, voilà. Moi je sais que c'est une critique que j'ai beaucoup entendue et que je trouve percevable. Ok, sa scène est voilà, la fameuse scène de sa mort. Voilà, et pas folle, hein, mais de là à dire que tout repose sur ça, non. Moi, je l'ai beaucoup entendu, je suis pas d'accord. Moi, je me souviens très bien que quand on l'a vu en avant-première, quand son nom est apparu au générique, les gens ont applaudi. Alors moi, tu vois, c'était très, très drôle. Paradoxalement, j'avais été le revoir. Ouais, voilà. Moi, j'avais été le revoir au ciné dans une séance normale, pas au Grand Rex, et les gens avaient hué. Ouais. Tu vois. C'est-à-dire que Marion Cotillard, elle avait je sais pas pourquoi, dans son propre pays, on va dire, elle avait cette image d'opportuniste presque, j'ai l'impression qu'on pourrait dire. Alors que bon, c'est pas la première ni la dernière à se lancer dans une carrière outre-Atlantique. Enfin bref, bon, ça c'est un peu... Je dévie un peu. Mais donc les interprétations des personnages par leurs acteurs sont excellentes. Hein, que ce soit Michael Caine en Alfred, que ce soit évidemment Gary Oldman en Gordon, et puis bon, les principaux, comme on les a cités. Après, voilà, je pense que d'autres choses me reviendront... en termes de choses que j'ai aimées, mais là j'ai plus les choses qui me reviennent sont plus celles que j'ai un peu moins aimées, notamment le rythme. Je trouve que le rythme est complètement je dirais un peu bâtard. C'est un rythme un peu étrange, ce film. C'est-à-dire qu'effectivement dès la scène d'intro t'es complètement happé, t'es dedans et tu te dis ouais putain, on va en prendre plein la tronche, ça ne va pas arrêter. Et plus tu regardes le film, et ça met du temps à démarrer après cette scène. C'est très très long, toute la mise en place. On te balance Anna Hathaway comme ça, déguisée en bonne... dans le c'est le nouveau manoir Wayne, je crois, qui a été reconstruit, hein, si je dis pas de bêtises, oui. Depuis Begins, etc. Il est jamais sorti, Bruce Wayne, mais là il sort pour la voir elle, parce qu'elle est sur les perles de sa mère. Tu te dis, bon d'accord, ok, admettons. Voilà, c'est très lent. C'est très lent après cette scène d'intro qui pourtant elle est pas choquante, mais elle te happe, quoi, encore une fois. Donc moi, il y a le rythme du film que je trouve déséquilibré. Et puis évidemment, c'est un peu les facilités scénaristiques sur la fin. L'autopilote qui a été réglé, on ne sait quand, on ne sait d'où, tout le monde est surpris, mais en même temps personne n'est surpris. La bombe qui explose.
mais c'est pas grave. Enfin, il y a des choses un peu étranges, je trouve. Après, voilà, c'est quand même une bonne conclusion, encore une fois. Il y a de très bonnes choses. Comme tu l'as dit, le rôle d'Alfred, qui est assez... il n'est pas prépondérant à l'écran, mais en tout cas, dans l'histoire, il l'est. Moi, je sais que j'aime beaucoup la musique, comme d'habitude. C'est Hans Zimmer encore, hein, pour celui-là. Notamment la musique sur la scène où Bruce Wayne sort de la prison, parce que oui, du coup, après qu'il se fasse briser par Bane, la colonne vertébrale, il est enfermé dans la prison où a vécu Bane pendant toute une partie de sa vie, et du coup il doit s'en sortir, et pour ça, il se répare le dos de manière Rambo-esque, dirons-nous. donc voilà, mais bon, ça aussi c'est un côté qui, je trouve, ne colle pas forcément, mais que j'ai quand même pas détesté. Tout ce côté un petit peu entraînement pour revenir au top niveau, c'était peut-être pas adapté, c'était peut-être un peu facile, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait quand même bien. Donc c'est-à-dire que je trouve que c'est à la fois un défaut et une qualité du film. Après oui, c'est toujours intéressant de voir la chute d'un héros puis son retour. Et puis là, en plus, il y a vraiment c'est vraiment le héros sacrificiel. Donc c'est intéressant. En fait, il a été au bout de sa vision, et ça, c'est quelque chose qu'on pourra jamais lui reprocher. Je pense vraiment, au-delà de l'aspect procès qu'il avait prévu au départ pour la suite de The Dark Knight, le fait que le Joker ne revienne pas, et c'est vrai, comme tu l'as dit, qu'il ne soit pas du tout cité, ça peut être un peu problématique. Le défaut de The Dark Knight Rises, c'est d'être sorti après The Dark Knight. Voilà. Alors moi, je vais te rejoindre sur plusieurs points. Pour ce qui est des points positifs, moi je l'ai dit, j'ai quand même aimé la fin, même si elle me questionne sur plein de choses, mais je trouve que la conclusion fonctionne bien. J'aime beaucoup l'arc de Alfred, parce que il a quand même, son personnage a vraiment de l'importance, c'est-à-dire que d'abord, au début du film, il essaye par, on va dire, la manière douce de faire renoncer Bruce Wayne à son projet de redevenir Batman. Et il le met face à ses limites physiques, notamment. Oui. Et puis, il y a quand même ce moment où, d'abord, il avoue avoir brûlé la lettre de Rachel qu'elle a écrite avant de mourir, pour lui dire qu'elle avait choisi Harvey Dent. Puis, il s'en va. Film. Oui. Et moi, ça, pour moi, j'ai vraiment, devant le film, c'était terrible, quoi. Le personnage d'Alfred s'en va. Et puis, on le retrouve à la toute fin, aux obsèques de Bruce Wayne, puisque Bruce Wayne est mort dans l'accident en tant que Batman. En tout cas, à ce stade du film, on en est là. Et cette scène, je trouve qu'elle est exceptionnelle, où il est avec Gordon et je crois qu'il y a Blake qui est là. Oui, je crois qu'ils c'est ça, ouais. Je sais plus s'il y a... Et il y a Morgan Freeman aussi. Oui, là, on n'a pas parlé de Morgan Freeman. Lucius Fox, qui est évidemment présent. Et voilà, la scène, elle est exceptionnelle, parce que c'est un acteur qui n'a plus rien à prouver à personne. Et on lui offre à lui un élément final positif, puisque il y a cette fameuse scène au café à Florence où il voit finalement Bruce Wayne en vie avec Selina Kyle. Alors c'est une scène qui est très controversée, plein de gens trouvent que d'abord le montage est raté, puisqu'il y a le dernier contre-champ, on en reparlera. Oui. Moi, je fais partie de ceux qui trouvent que le contre-champ, il n'est pas raté, parce que je trouve que la réaction de Bruce Wayne, je trouve qu'elle apporte quelque chose. Donc moi, je la trouve pas loupée, parce que quelque part, cette scène-là, elle n'est pas là pour nous dire Bruce Wayne, il est vivant, elle est là pour nous dire... plutôt à Bruce Wayne qui dit à Alfred merci, et maintenant vous avez fait votre boulot. Pour moi, le contre-champ, il sert à ça, c'est-à-dire qu'il sert à montrer ce que Bruce Wayne a enfin donné à Alfred, qui lui avait jamais donné, à savoir accepter de vivre sa vie. Donc moi, je comprends que les gens auraient préféré s'arrêter avant. Moi, ça m'a pas posé problème, au contraire, j'ai bien aimé. Après, il y a la théorie de c'est un rêve, c'est pas un rêve. Bon, ça c'est toujours une théorie facile, surtout dans les films de Nolan. Voilà. Moi, j'ai envie de croire que c'en est pas un, parce que je trouve que pour le personnage d'Alfred, c'est chouette. Donc voilà, moi j'ai vraiment aimé ça. Au niveau de l'interprétation, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve que tout le monde joue très bien, en tout cas dans la continuité de ce qu'ils ont été. Gary Oldman, il est toujours aussi chouette à voir jouer. Morgan Freeman, tout le monde fonctionne. Alors évidemment, Marion Cotillard, il y a la scène de sa mort. Je
pense qu'on rappellera jamais assez que le responsable, c'est pas elle, c'est Nolan. Enfin, c'est lui qui choisit la prise. Non, mais bien sûr, il y en a on eu est plein. d'accord. Elle s'est fait descendre de manière excessive. Alors, ok, sa mort est pas hyper naturelle, mais enfin, on a franchement vu pire. Hein. Je trouve qu'on en a fait des caisses pour pas grand-chose. J'ai toujours une curiosité de savoir pourquoi cette prise-là. Parce qu'il y en a d'autres. Alors, il faut savoir qu'elle était enceinte au moment du tournage. Il y a plein de choses. Il y avait ça, puis je crois qu'il y avait une histoire comme quoi elle était engagée sur le film de Nolan et qu'elle, en même temps, elle ne pouvait pas s'engager sur le film qui avait été à Cannes l'année d'après, dans lequel elle joue. Alors, je sais plus si c'est elle ou si c'est la compagne de la personne handicapée. Qui était un film français, et du coup elle n'avait pas le droit contractuellement elle n'avait pas le droit. C'était de Rouilledos, non ? Oui, c'est ça, ouais, tout à fait, merci. Elle n'avait pas le droit de le faire, et je crois qu'elle l'avait fait, et du coup, c'est un truc que j'avais lu dans un article à l'époque. Maintenant, est-ce que c'est vérifiable ? Moi, du coup, Nolan, pour lui faire payer ça, a pris la pire prise. Voilà. C'est des rumeurs, ça reste un truc un peu incompréhensible. Alors, on saura jamais le fin mot de l'histoire. Hein, moi, ma théorie là-dessus, c'est que c'est une actrice française. Je pense que Nolan, il a moins de scrupules, entre guillemets, à malmener des acteurs qui ne sont pas américains ou britanniques, parce qu'ils n'ont pas la même carrière et le même poids aux États-Unis. Marion Cotillard, même si elle a gagné un Oscar, c'est pas Christian Bale en termes de notoriété. Et moi, j'ai toujours pensé ça, de mon premier visionnage du film à aujourd'hui, que en ayant fait le choix de cette scène-là, il savait très bien que les gens allaient réagir. Je n'imagine pas une seconde que le cinéaste qu'il est ne se dise pas là les gens vont trouver que la scène marche pas, surtout que c'est censé être on est juste à l'avant le dernier arc, c'est censé être le moment où, juste avant l'épilogue, on s'en sortira plus jamais là. Bah voilà, c'est un peu ce qu'elle leur dit quoi. Exactement. De toute façon vous avez perdu. ça casse un peu la dramaturgie, et moi ma théorie là-dessus, c'est pas ma théorie, c'est une théorie à laquelle je souscris, c'est que en laissant ça, il a catalysé tous les défauts autour de cette scène. Or, pour moi, le film, il a énormément d'autres défauts. Et même si je l'ai dit, je l'aime beaucoup. Moi, je vais te rejoindre sur le rythme un peu, mais surtout sur les facilités scénaristiques. Et pour moi, c'est pas qu'à la fin, c'est tout le long. Il y a énormément de trucs qui ne fonctionnent pas. Et là, je trouve que l'univers perd de sa cohérence. Et c'est tout le problème de sa trilogie. Il a voulu, et il a réussi plutôt bien, ancrer ça dans un univers réaliste. Le dernier film, ça fonctionne pas pour ça. Je vais les citer un peu à la volée, mais comment est-ce qu'il revient de la prison à Gotham ? On ne sait pas. Il faut avoir conscience. Il est dans une prison à ciel ouvert. On devine au Moyen-Orient. C'est une espèce de puits. Donc il sort de là. Il a une barbe de 15 mètres de long. Il est habillé avec des draps, quoi. Enfin, il est prisonnier, quoi. Bah, c'est Jésus. C'est Jésus qui ressuscite. Exactement. Hein. Et le plan d'après, on le revoit, il est en costard 3 pièces rasé Coucou. Dans Gotham. Ouais. Déjà, comment il a fait le trajet ? Puisqu'on sait quand il revient, de par les discussions qu'il a avec les uns les autres, que personne ne savait où il était, y compris Morgan Freeman, etc. Donc il n'a pas d'aide extérieure. Comment il est revenu ? Comment il est rentré dans Gotham ? Parce que la ville est quand même fermée. Où est-ce qu'il a trouvé ses fringues ? Is Batman. Et voilà, donc ça déjà, moi c'est un truc où je me dis, bah là non. Enfin, ça marche pas, et c'est pas dans les habitudes de cette trilogie de pas nous expliquer. C'est vrai que c'est un truc il n'y avait pas ce côté-là autant, en tout cas aussi marqué dans les deux précédents. Ça c'est clair. Voilà. Moi, pour moi, là-dessus, il y a un souci. Et après, je l'ai dit tout à l'heure, moi, la fin, je l'achète, qu'il soit vivant, ok. Mais le montage du film pose un problème. Il y a dans la conclusion cette histoire d'autopilote. Donc on nous justifie le fait qu'il soit pas mort, on nous prépare au fait qu'il soit pas mort avec l'autopilote. Où Lucius, on lui demande qu'est-ce qu'il aurait pu faire, on lui dit l'autopilote, le correctif a été fait il y a 6 mois par qui ? Bruce Wayne. Donc on comprend que l'autopilote fonctionne. Et puis il y a une histoire d'ellipse aussi sur le fait que ça fonctionne pas. Non, il est resté combien de temps dans la prison ? Combien de temps Gotham est resté comme ça ? À plusieurs mois, donc on ne sait pas exactement combien de temps, mais il y a une histoire de mois puisque ça démarre, on n'est pas encore sous la neige et ça finit en hiver. Donc c'est un peu. Et donc pour revenir à ce truc d'autopilote là, on nous vend ce truc là. La première fois que tu le vois, tu te dis c'est pour ça qu'il est pas mort, parce qu'il y avait un autopilote. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Quand on regarde le montage du film, au moment où il prend la bombe là. Et la bombe, il reste 1 minute 40 à peu près, si ma mémoire est bonne. Il l'attrape derrière son vaisseau là, il s'en va. Il est toujours dans le Batplane. Il passe en dehors. Le dernier plan de lui, il est assis dedans. Oui, ça marche pas. Il a la tête vers le bas pour regarder la bombe. Il relève. Et le dernier plan de la bombe, qui est aussi un problème dans le film, c'est que la bombe est à l'arrêt. Ouais. Elle ne vole pas.
et ça explose. Jamais de la vie, il est pas dans le Batplane. Ou alors il est dedans, il est pas dedans, mais jamais il est assez loin pour survivre. Ah bah c'est non. une explosion nucléaire. Alors, ça Alors, fait d'ailleurs, vraiment. on dit autopilote depuis tout à l'heure, mais je crois que c'est le pilotage à distance. Non, c'est autopilot. C'est autopilote. Sûr, ouais, Ah bah tu vois, déjà rien que ça. C'est autopilot. Ils auraient Ça, pas dû appeler ça comme ça. Hein. Puisque à un moment donné dans le film, la première fois qu'il voit l'engin volant, la Bat, il demande à Morgan Freeman est-ce qu'il y a un autopilote. Il lui dit non, il faut bien que vous serviez à quelque chose. Putain, oui. Et donc, alors là, Merci, ça peut vraiment donner l'impression que je chipote sur des petits détails. Et c'est Bah non, le cas. c'est pas des petits détails. Mais je trouve que ces trucs-là, c'est des trucs qu'il n'y avait pas dans les 2 précédents. Et donc, pour moi, ça casse un peu le côté un peu crédible. Pareil, quand il revient à Gotham, la première take qu'il fait en arrivant, c'est de faire un symbole Batman en feu sur un bâtiment qui, logistiquement, demande à ce que le mec nous ait fait un truc à la colle. Enfin, je veux dire... Bah non, en fait, ça marche pas. Dans le contexte dans lequel on est à ce moment-là, ça fonctionne pas, quoi. J'ai encore un peu de temps, personne sait que je suis là. Non, mais c'est ça. Et en plus, voilà, tu t'annonces alors que ça sert à rien. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs où je me suis dit quand même. Bah, disons ça que, fait chier, quoi. Oui, c'est ça, c'est la suspension. La suspension consentie de l'incrédulité. C'est ce que j'allais dire, merci. Elle est un peu mise à mal dans ce film, beaucoup plus que dans les 2 précédents où justement, tu vois, moi c'est pareil, quand on a vu Rises, à un moment donné, je me suis dit, comme tout est lié à Ra's al Ghul, parce que oui, du coup, le personnage de Marion Cotillard est en fait la fille de Ra's al Ghul, Talia. Je me suis dit, Ra's al Ghul, puis de Lazare, bien sûr. On va le revoir. Et il va Évidemment. revenir. Eh ben non. Et après tu dis, ah ok, d'accord, donc il fait un truc crédible et à notre... Dans un monde qui nous parle et qu'on connaît, donc il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a rien, quoi. Et à côté de ça, il fait des choses dans celui-là où tu te dis, mais c'est pas... Hein? Non, mais c'est non. ça. C'est-à-dire qu'il y a... Non, monsieur. Il y a une somme de petites choses qui ne fonctionnent pas et qui, du coup... rendent Ça parasite le film. Ça parasite ton appréciation. Ça rend brouillonne la copie. Et là où il sort d'un The Dark Knight où franchement, alors c'est pas le film le plus crédible du monde, The Dark Knight, mais ça se tient. Enfin, je veux dire, il y a pas beaucoup de moments où on se dit bon là non. Là dans celui-là il y en a. Et je trouve que c'est dommage parce que jusqu'alors il avait réussi à éviter ce questionnement-là, ce qui est compliqué à faire quand on fait du super-héros. Enfin, par définition, rendre crédibles des choses qui ne le sont pas, c'est difficile. Mais je trouve que là, du coup, ça casse un peu. Comme tu dis, cette espèce d'ellipse temporelle infinie là où il revient, c'est l'hiver, on sait pas trop pourquoi. Tu sais pas trop combien de si temps ce il est n'est pour que ça resté soit là-bas, joli, quoi. Ouais, c'est ça fait un style, mais bon, ça suffit pas, quoi. Donc voilà. Après, je répète, moi, c'est quand même un film que j'aime beaucoup, que je continuerai à aimer beaucoup, mais on est obligé d'admettre quand même qu'il est clairement en dessous. Franchement, c'est par rapport à ce qu'a été The Dark Knight. La redescente est quand même assez violente. Oui, et puis moi je sais qu'il y a un truc qui m'avait gêné un petit peu, qui m'avait un peu embêté, c'est que le combat entre guillemets final, c'est un combat avec tous les gens, et il y a plus de classe sociale, machin, qui se battent contre tous les fous que Bane a libéré d'Arkham. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et il y a le retour de la police à ce moment. Et avec le retour de la police qui est enfin de sortie de... Pareil, la police, elle est restée combien de temps là-dedans ? Il y en a aucun qui est mort de faim. Non, et puis pareil, ça aussi. Ils ont mangé les rats dans le métro, c'est quoi ? Ils envoient l'intégralité des flics sous terre. Mais oui, ça n'a pas de sens. C'est pas crédible, ça ne marche pas. Voilà. Et moi, je sais, pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que j'avais moins aimé le côté Batman se bat à la vue de tout le monde. J'aime beaucoup le côté Batman se bat côte à côte avec les habitants qu'il a juré de protéger, la police qui du coup comprend que c'est pas un mal, mais en tout cas c'est quelqu'un de nécessaire. Mais Batman sous la neige le jour, ouais, je suis d'accord. Moi je trouve que ça ne fonctionne que très peu, surtout quand pendant 2 films, parce que je veux dire ça collerait avec l'image, la colorimétrie et l'image des 2 autres films. J'aurais rien à dire, je dirais c'est son choix, il l'a fait de A à Z. Sauf que là d'un coup, alors est-ce que c'est pour vraiment noter justement que c'est plus le même Batman qu'avant qui revient ? C'est un Batman qui est prêt à assumer et à embrasser son rôle, qui a compris que ça servait plus à rien d'être que la nuit, il fallait aussi être un peu le jour. Est-ce que c'est pas la fusion ultime de Bruce Wayne et Batman ? Je ne sais pas. Puis ça rentre aussi pour moi dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une forme un peu de populisme aussi, c'est-à-dire je me mélange avec les autres. Oui, sans doute. Je descends un peu de mon piédestal de symbole pour
voilà, faire une espèce de bataille juste avec Bane. Alors par ailleurs, le combat, là aussi on peut en parler, la choré du combat elle est plutôt bonne, mais le final il est raté. Enfin, je veux dire, Ah oui, Bane se fait tuer en one shot par Catwoman qui vient avec un bazooka, avec le un lance-roquette, je ne sais plus, mais le Batcycle là. non, mais voilà, c'est too much. Mais en fait, c'est ça. Je pense que c'est ça qui résume bien ce film. C'est-à-dire que le film, il est loin de ce qu'a été ce qu'ont été les deux premiers. Il a pris des libertés, sans doute pas pour les raisons que voulait Christopher Nolan. C'est-à-dire qu'il a subi ce qu'on disait tout à l'heure, la disparition des Ledger et le fait de devoir écrire. Ils ont mis plus de temps d'ailleurs à l'écrire. Il s'est passé 4 ans entre les deux, là où il s'en était passé que 3. Puis entre-temps, il a fait un tout petit projet qui s'appelle Inception. J'ai jamais entendu parler. Donc voilà, je pense que moi, je me suis parfois demandé s'il avait pas fait suivre un peu par défaut parce qu'il fallait finir. Je me souviens, j'ai eu la chance il y a quelques années d'aller voir sur scène Hans Zimmer, et il a composé un morceau pour les victimes de l'attentat à Aurora. Et donc il parle un petit peu de la première fois que Christopher Nolan lui est venu le voir pour lui proposer de faire un film Batman. Et donc il raconte qu'il lui a proposé, qu'évidemment il a dit oui, qu'il l'a fait avec James Newton Howard pour les 2 premiers films. Et il explique qu'après la mort d'Heath Ledger, ils ont mis du temps avant de faire la suite. Et il dit un jour, Chris m'appelle pour me dire il est temps qu'on fasse la fin. Et rétrospectivement, quand j'entends ça, je me dis peut-être que entre guillemets, il l'a subi parce que je pense que c'était prévu qu'il y ait un 3e film, que le deal était signé avec Warner et qu'il fallait bien le faire, ce 3e film. Surtout au vu des 2 succès, Warner ne laisserait pas passer l'occasion de faire ça. Après, on est bien d'accord. Après, encore une fois, le film n'est pas catastrophique. Non, bien sûr, mais ce que j'allais dire, c'est que ce qui est bien, c'est que comme Nolan, justement, c'est pas qu'il avait le studio Warner dans sa main, mais c'est qu'avec le succès des 2 premiers films, le succès d'Inception, entre le 2e et le 3e, Warner lui faisait confiance, donc il pouvait lui laisser le temps qu'il voulait, dans une certaine mesure, j'imagine, pour le faire. Donc voilà quoi. Donc oui, voilà. Après, au-delà d'avoir la Warner dans sa main, ce que je voulais dire, c'est que vu le succès et en plus avec la confiance que la Warner lui accordait, il se devait de faire la conclusion, c'est sûr. C'est à noter d'ailleurs que depuis quelques temps, je crois que ça Oppenheimer, peut-être celui d'avant, il travaille plus avec Warner. Depuis, oui, ça fait 2 ou 3 ans maintenant. Ça serait pas depuis la déchéance du DCU justement? Non, je crois que c'est pas lié à ça, c'est lié à un problème de calendrier. Si ma mémoire est bonne, il avait tapé du poing sur la table parce qu'il avait demandé à Warner pour la sortie d'un film, ça devait être Oppenheimer à l'époque sur lequel il travaillait, une date précise et surtout que Warner ne mette rien en face de gros pour qu'il ait succès assuré, et Warner avait refusé et donc il est parti de la Warner. Bon, l'histoire nous dira si Warner a eu raison. Je suis pas certain quand on voit le succès d'Oppenheimer. Et j'ai fait une petite parenthèse, Christopher Nolan, là, ils ont annoncé son prochain film, donc il travaille sur l'adaptation de l'Odyssée d'Homère. J'ai vu, absolument. Donc bon, ça nous promet grandiose. Je sais pas si ça sera bien, mais du grandiose, c'est sûr. J'avais pas lu l'article en question, mais j'avais vu un article passer comme quoi, le titre était un peu putaclic, mais c'était en mode encore une nouvelle technologie pour pouvoir faire son film. Oui, je pense qu'il va continuer à innover. C'est un cinéaste qui aime l'innovation. Dans The Dark Knight Rises, en termes d'innovation, il n'y a pas énormément de choses. On l'a dit, il y a plus d'IMAX encore qu'il y en avait dans les 2 premiers, puisqu'à chaque film, il en utilise toujours plus. Il y a quand même, je trouve, en termes d'effets spéciaux, des choses qui sont plutôt réussies. Je trouve que la batte fonctionne. C'est pas facile à faire. Il y a quelques séquences où il y a une séquence notamment finale de course-poursuite en ville où il est lui dans la Bat, Catwoman est sur la moto et il dézingue des répliques de la Batmobile version militaire. Même au début du film, quand il sort la Bat, quand il sort de sa retraite et qu'il est poursuivi par la police. Totalement, ouais. Il y a vraiment un truc qui fonctionne plutôt bien. Elle est bien incorporée dans l'univers. Et elle est esthétiquement réussie. Voilà, en plus. Ce qui était difficile, c'était de réussir une esthétique et un design qui colle avec l'aspect, encore une fois, crédible de ces films. C'est comme quand il a fait la Batmobile, qu'il a sorti un espèce de tank. C'est vrai que de prime abord, quand tu connais l'univers Batman, quand tu as grandi avec la série animée, avec les différentes adaptations, que ce soit même celles qui étaient avant la série animée, les adaptations de Tim Burton notamment,
Là, tu te dis, bon, il va pas pouvoir nous sortir un Batwing en forme de chauve-souris, quoi. Non, mais totalement. Et ça, Donc, c'était une force aussi, c'est qu'il a toujours réussi à crédibiliser ses éléments. Voilà, il est resté dans l'aspect militaire de. Il y a Batman, toujours un quoi. backup. C'est-à-dire, la Batmobile, elle servait à construire des ponts. De mémoire, elle tirait les câbles pour construire les ponts qui reliaient Gotham au continent. La Bat, c'est effectivement un truc militaire. C'était le cas du costume aussi. Donc, de ce point de vue-là, il a quand même pas perdu son talent. Je trouve que la photo globale du film, elle est réussie. Il a gardé quand même ce talent-là. Effectivement, le film est beaucoup plus clair que les précédents. Il y a beaucoup plus de scènes de jour. Il y en avait assez peu dans les. Il y a vraiment qu'au début que c'est la nuit, hein, si je te dis pas de bêtises. Hein. Bah, il y en a un petit peu. Il y a la scène il y a des scènes dans les égouts quand même. Il y a. Ouais, mais dans les égouts, t'es quand même dans les égouts. Il y a pas de jour, quoi, tu vois. Oui, mais je veux dire, le film, il est quand même. Il y a quand même pas mal de passages sombres, mais il est globalement plus lumineux. Oui, c'est aussi le film le plus long. De mémoire, il dure 2h45, je crois. Ça fait quelques minutes de trop quand même. Il faut savoir qu'à l'époque du tournage du film, donc c'était plusieurs mois avant sa sortie, beaucoup de rumeurs ont dit que la première version de montage durait 3h15 et que Warner avait refusé à Nolan de faire un film de plus de 2h45. Donc il y avait eu des négociations. Encore une fois, ça c'est des choses qu'on a pu lire dans la presse américaine notamment. Nolan ne l'a jamais confirmé lui-même. Il n'est pas du tout aficionados de faire des director's cut. Oui, donc de toute on façon, imagine qu'on les verra jamais. Je sais pas ce qu'il aurait pu. Enfin, après, mais voilà, les questions, moi, que je me suis toujours posées, c'est est-ce que dans ces scènes qui n'ont pas été montrées, est-ce qu'il y avait par exemple des éléments de réponse sur comment il est revenu à Gotham ? C'est possible. Hein. Ça aurait peut-être pas été trop. Parce que tu vois, même au-delà de comment il revient à Gotham ou de ce genre de truc, c'est que tu as des moments donnés, en fait, l'enchaînement des scènes est très étrange. C'est presque trop rapide des fois. C'est dire, ah oui, au fait, ces deux-là, ils sont en train de faire ça. Et hop, on passe à autre chose. Bah Ça passe notamment par le personnage de Blake. Le personnage de Blake, je trouve que ces scènes sont insérées là un peu, je dirais pas aléatoirement, mais d'une manière pas, enfin je dirais, c'est pas que c'est pas logique, mais en tout cas surprenante. Et puis si on reprend dans les facilités scénaristiques, pourquoi est-ce que finalement ils trouvent le truc pour s'occuper entre guillemets de la bombe, enfin ils mettent en place un plan d'action 2 jours avant, quoi. Je veux dire, il s'est passé des mois et c'est 2 jours avant qu'on décide de faire un truc. C'est un peu étrange. On faisait comme ça. Ouais, c'est ça. Pareil, dans les facilités scénaristiques, on n'a pas parlé. Il y a quand même un truc pour le coup là qui ne marche pas du tout. C'est donc Blake va la première fois qu'il va voir Bruce Wayne, il va chez lui. Il demande à le voir parce qu'il est flic, machin. Et là, on a une scène lunaire où il lui explique qu'il sait qu'il est Batman parce que quand il était gosse, il l'a vu venir à l'orphelinat et que, je cite, il n'oubliera jamais son regard. Là, non. Non. Enfin, non. Et ça fait partie des trucs qui sont cons. Parce que dans l'univers de Batman, ça se tenait aussi pas mal dans celui de Nolan. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui savait qu'il était Batman. Il y avait Alfred, il y avait Rachel, c'est tout. Et il n'y avait plus qu'Alfred. Et il y avait Lucius, évidemment. Oui, Lucius. On oublie comme ça, Lucius. C'est fou, hein, alors que j'adore le personnage. Là, d'un coup, on a Bane sait qui il est, puisqu'il l'appelle par son nom la première fois qu'ils se battent. C'est ça. Blake l'a reconnu avec ses yeux. Quand même, on reprécise. Alors, Batman, il a du maquillage sous son truc. C'est-à-dire que, en plus, ça marche pas. À la limite, t'as reconnu son menton. C'est presque plus admissible que ses yeux, quoi. Mais bon, c'est bon, il a reconnu son regard parce que lui aussi est orphelin. Et du coup, il savait ce que ça faisait. Et du coup, je sais que c'est vous. Je sais que tu es Batman. Non, après, pour ce qui est de Bane, il le sait, si je dis pas. Enfin, j'imagine, parce que je crois que c'est pas tellement explicité, mais je crois que c'est rapport à Talia, qui, du coup, Talia est la fille de Ra's. Ra's, sachant que Bruce Wayne est Batman, on imagine, on suppose, mais comme dans beaucoup de choses dans ce film, on ne fait que supposer pour expliquer ses facilités. Oui, il le sait parce que Talia lui a dit, parce que son papa lui avait dit à elle, et que Talia, c'est celle qui a sauvé Bane de la prison, et patati et patata, quoi. On est non, c'est pas Talia, c'est son père d'ailleurs qui l'a sauvé de la prison. Non, je sais plus, attends. Excuse-moi, gros non, bug. Talia, elle s'est évadée de la prison, elle a été protégée par Bane. C'est ça, c'était le protecteur de Bane. Exactement. C'était le protecteur de Talia. Je mélange tout, excusez-moi. Non, mais pas de souci. Donc voilà, après, effectivement, le film est quand même assez long, un peu trop, on l'a dit. En fait, c'est ça qui est paradoxal. Il est long, mais il manque des éléments. Il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit aussi. Un personnage qui fait son retour, et on était contents, c'est Scarecrow. Il est génial. Cillian Murphy. Cillian Murphy qui revient et qui joue donc un juge. Dans une parodie de procès. Une parodie de tribunal, c'est bien sûr. Assez génial, où il condamne les gens à la mort ou à l'exil. Mais finalement, est-ce que ce serait pas ça le plus gros clin d'œil au Joker ? Est-ce que ce serait pas l'apparition, la seule, de The Dark Knight Rises du Scarecrow ? Parce que
quand tu regardes le Scarecrow dans ses 2 premières apparitions, donc, alors déjà, il faut se rappeler, si vous vous en souvenez pas, c'est l'antagoniste principal du premier film de Batman Begins. Et au-delà de ça, sa scène dans le 2e film d'entrée, bon, ça en a fait un ennemi un peu lambda, dirons-nous, mais un ennemi relativement sérieux en termes de comportement, je veux dire. Alors que là, quand tu le vois dans cette parodie de procès, il a le rôle du juge et du bourreau presque. Il fait réellement fou psychopathe. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je suis d'accord. Un fou chaotique qui du coup ça aurait tout à fait pu être le personnage de Heath Ledger. Oui, je suis d'accord. Est-ce que c'était pas ça finalement le plus gros clin d'œil au personnage du Joker, c'est de dire bon bah voilà on n'a pas pu te remettre, on n'a pas pu parce que voilà tu es parti, mais oui non, ça a raison, ça peut se rapprocher un peu de ça. Après ça correspond aussi bien au personnage de mais au des 2 personnage premiers films. Moi je trouve que ça colle bien. Tu trouves quand même ? Moi je trouve qu'il est trop il fait trop fou dans cette scène du 3e film, moi je trouve, par rapport aux 2 premiers. Ouais, mais il faut pas oublier que déjà dans le 2e, il est moins clinique que dans le premier, parce qu'entre-temps, il s'est pris quand même son gaz hilarant dans la gueule. Enfin, son gaz qui fait peur, il l'inhale parce que Batman lui en envoie une grosse dose. Et on voit bien que tous ceux qui le subissent deviennent fous. C'est ce qu'on nous explique dans le premier film. Deviennent terrifiés. Donc c'est le cas de Falcon dans le premier. Oui. Donc oui, effectivement. Après moi ça me choque pas. Je trouve que ça reste quand même dans la continuité de ce qu'il était dans les 2 premiers films. Ok, autant pour moi. Enfin autant pour moi. Non, moi c'était mon avis. Donc, j'assume mon avis. Est-ce qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire sur ce film ? On a dit beaucoup de choses. Je pense qu'on a fait le tour. De toute façon. Donc c'était un épisode pilote. Voilà. Il n'était pas forcément hyper bien construit. Mais c'était l'occasion d'essayer. On était content de parler de ce film parce que c'est quand même un film qui nous a marqué. Même si on l'a dit, il y a plein de défauts. Moi, je redis, c'est quand même un film que j'aime beaucoup. Je prends toujours plaisir à le revoir. Je pense que c'est le film dont j'ai le plus vu la fin de ma vie. Ah ouais, à ce point-là ? Je pense que la dernière séquence, je l'ai vue des dizaines de fois. Et je l'ai analysé image par image pour essayer de comprendre comment. Et vraiment, j'ai vraiment dans mon logiciel de montage mis la séquence finale, voir s'il n'y avait pas raté un truc sur comment Batman était sorti de son vaisseau. Oui, mais ça c'est pourquoi ? Ça c'est uniquement parce que tu ne voulais pas croire que c'était aussi mal monté, aussi mal amené, et si ça l'est, c'est possible même pour Christopher. C'est tellement pas dans ses habitudes. Oui, je suis d'accord. Après, si moi il y a un truc que je voulais rajouter, mais ça rejoint totalement ce que tu disais sur Alfred, c'est que c'est lui le fil directeur. La preuve en est, c'est que quand Batman refuse de l'écouter, refuse de prendre soin de lui et de ne pas revenir, il se fait défoncer. Il se fait briser parce qu'il a plus ce guide. Alfred, c'était au-delà de la figure paternelle, c'était son guide. Oui, puis il le dit très bien au début. Il lui dit j'ai pas peur que vous mouriez en Batman, j'ai peur que vous en ayez envie de mourir en Batman. Et il y a quelque chose d'assez vrai là-dedans. Et peut-être un dernier truc quand même qu'on n'a pas dit mais qui fait écho aussi aux 3 premiers films. Je l'ai dit, il y a donc la scène finale à Florence avec Alfred. Elle fait référence à une scène qui arrive beaucoup plus tôt dans le film où Alfred tous les ans il va une semaine à Florence. C'est son rêve en fait de vivre ça. Fernet Bianca, je crois que c'est ça qui boit. Je crois que c'est pas ça le. Là franchement c'est trop. Mais c'est un café trop de détails pour moi. Je sais plus. Et ça c'est aussi un gimmick très récurrent dans la trilogie de Nolan, dans les films de Nolan en général. C'est ce qu'on appelle le fusil de Tchekhov ou la préparation de paiement. Il y a énormément dans ces films. Moi, c'est un truc que j'aime, de phrases, de choses qu'on retrouve dans le premier tiers et qui servent à la conclusion. Dans Batman Begins, on a la phrase que lui dit Rachel, qui que l'on soit au fond de nous, on n'est jugé que par nos actes, que Bruce Wayne redit quand il est Batman à Rachel pour qu'elle le reconnaisse. Dans The Dark Knight, on a soit on meurt un héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. C'est ce qu'il fait à la fin. Et puis c'est ce qu'il dit. Il le dit lui-même. Oui, non mais... Donc il y a quand même ce truc de... il a gardé cette tradition. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup dans les films. Et le truc avec Alfred, là, on le voit arriver. Parce que quand même, il nous explique un truc, on a des images où on se dit bon... Surtout qu'en plus, c'est quasiment la même tenue qui parle. Parce que ces images, au départ, qui sont illustratives pour ce que raconte Alfred à Bruce à ce moment-là, c'est exactement les mêmes. Avec les mêmes vêtements, etc. C'est-à-dire que c'est la seule chose qui diffère, c'est le contre-champ. Exactement. C'est juste ça. Puisqu'on le voit d'ailleurs le contre-champ dans le flashback, et c'est évidemment pas lui, c'est une famille de gens avec des enfants. Et ça démontre d'ailleurs, c'est la seule différence, c'est que Bruce Wayne à la fin n'a pas d'enfant avec Selina Kyle.
alors qu'il y en avait dans la prédiction d'Alfred, mais il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Et elle a autour du cou évidemment le collier de perles de sa mère. Tout à fait. Qu'elle essayait de lui voler au début exactement. du film. Donc voilà. Et puis si quand même on l'a pas dit, il y a quand même le truc le plus surprenant, oui et non, mais c'est l'arc de Blake. Puisque l'arc de Blake va se terminer avec il va aller à la fondation Wayne pour non mais ça c'est pareil, c'est un fan service extrêmement mal amené. Voilà, il va aller demander s'il y a des choses qui sont pour lui qui ont été léguées par Bruce Wayne. Donc il n'y a rien à son nom, donc il donne son legal name et c'est Robin. You can call me Robin. Voilà, elle lui dit je crois qu'elle lui dit c'est un joli nom, vous voudriez l'utiliser, Robin. Donc voilà, c'est amener vraiment au chausse-pied. C'est même pas maladroit, c'est juste pas bien. Alors, je trouve que c'est mal foutu là-dessus, mais en vrai, là où ça passe pas si mal, c'est qu'en fait, dans la dernière séquence, on voit que le Bat-Signal a été réparé. Donc Gordon comprend que Batman n'est pas mort, puisque sur le toit, il trouve le Bat-Signal qui avait été brisé, il est réparé. Gotham aura toujours un Batman. Voilà, et en fait, Blake, il n'est pas amené à devenir Robin, il est amené à devenir Batman. Oui. Jamais il va être Robin. Donc le fait qu'il s'appelle Robin, quelque part, c'est un peu... Enfin, je comprends l'idée de... parce qu'en vrai de vrai, toi et moi, il aurait dit je m'appelle Tim, nous on aurait compris. Ou je m'appelle Dick, on aurait compris. Oui, mais d'accord. La majorité des spectateurs n'auraient pas eu la ref. Mais justement, c'est ça quand le fanservice est bien amené. Ouais, mais je pense que... Comme pour faire, mais quand t'as un public aussi large, je pense que tu peux pas faire ça. Mais arrête, moi je suis pas d'accord. Je trouve que ça aurait été très bien parce que justement ça aurait parlé aux aficionados de la saga, de la mythologie Batman. Ça aurait pas été. En fait, c'est vraiment deux extrêmes. C'est-à-dire, soit c'est trop subtil, soit c'est on met les pieds dedans, quoi. Et là, c'est en mode c'est un beau nom, vous devriez l'utiliser, Robin. Non, je suis désolé. Non, mais dans la mesure où justement Robin n'existe pas en tant que tel dans cet univers-là, je trouve que c'est pas complètement con. Arrête de vouloir tout pardonner à ce film. Non, mais tu vois, si c'était appelé Tim Drake par exemple, ce qui correspondait, ou Dick Grayson. Bon, Tim Drake, Dick Grayson, ils sont jamais Batman dans l'univers Batman. Eh bien, ils sont Nightwing ou Robin. Tu te trompes, Dick Grayson devient Batman. Alors justement. Et c'est intéressant qu'on finisse un peu là-dessus, puisque ça, tu vas voir, en plus, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure. Donc, No Man's Land est un des comics qu'il adapte, mais notamment, vraiment juste pour le côté No Man's Land. Pour le côté... Oui, c'est bien, merci Bastien. Non, notamment pour le côté Gotham isolé. Mais, dans les comics Nightfall, quand Batman se fait briser le dos par Bane, il est en fauteuil roulant. Il ne peut décemment donc plus être Batman. Et en fait, ce qui se passe, alors c'est encore autre chose, mais dans les comics, dans les tomes suivants, il y a Jean-Paul, je ne sais plus son nom, qui est donc Azrael au départ dans l'univers Batman, qui remplace Batman et qui devient un Batman beaucoup plus sanguinaire. Et alors je ne sais plus si c'est avant ou après, mais en tout cas, Dick Grayson, qui est déjà jeune adulte, qui est déjà Nightwing, remplace Bruce en tant que Batman. Et notamment... J'irais même plus. Alors, je sais pas si c'est dans Nightfall, remarque, j'ai un gros doute, je me fous le doute tout seul. Mais en tout cas, il y a plusieurs comics où il incarne Batman, puisqu'il le remplace, là je suis quasiment sûr, dans les comics de Grant Morrison, quand Batman est censé être mort, supposé mort, il le remplace et son Robin est donc Damian Wayne. Oui, ça, je savais que Damian Wayne. Voilà. À un moment d'ailleurs, on a pu penser dans ce film qu'il allait arriver, vu que c'est le fils qu'il a avec Talia. Alors attends, 2012, j'ai un gros doute. Je ne sais pas si le personnage était déjà créé. Damian Wayne, si. Si, c'est si vieux que ça ? Oui, sûr. Ah putain, je pensais que c'était beaucoup plus récent. Non, sûr et certain, ça existe. Ok, déjà. Voilà. Bon, non, bah, je pense que là, on a fait le tour. Hein. C'est très on bien. l'a dit il y a 10 minutes, mais là, cette fois, on va vraiment s'arrêter. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode qui était un peu foutraque, on va pas se mentir. On fera un peu plus organisé la prochaine fois. Moi, je trouve que ça fait son charme. Bah voilà, on va. Vous nous direz si ça vous plaît. On sait pas trop sur quoi ça va être disponible. Mais si vous nous écoutez en direct 2, il y a moyen qu'on l'héberge sur des applis de podcast que vous connaissez, Apple Podcast, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à l'écouter, le partager, et puis on se donne rendez-vous très bientôt. On sait pas encore de quel film on parlera, mais on va trouver, c'est pas un problème. Vous avez compris que nous on va pas trop parler de films récents, c'est pas l'idée en tout cas de faire un truc associé à l'actualité. Nous on va plutôt prendre notre temps et parler de trucs plutôt de trucs qu'on aime d'ailleurs. Oui, plutôt de films qu'on aime, qui nous ont marqués pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Le plus intéressant sera de toute façon de parler de films qui nous divisent quand même un minimum, là, on histoire qu'on soit pas tous
qu'on soit pas tous les deux à chaque fois à dire ah oui c'est vrai, je suis bien d'accord avec toi. Mais voilà, même si voilà, comme d'autres films comme The Dark Knight Rises où on va être quand même plutôt d'accord sur les défauts et les qualités, ce sera toujours très intéressant de vous en parler et de partager avec vous nos ressentis. Puis voilà. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir, donc on va continuer. Merci à tous. Merci et puis, beaucoup. À bientôt. À la prochaine. Salut.